Sa main trembla pendant 3 secondes éternelles au-dessus du panier à pain. Marina, 28 ans, cheveux tirés en chignon désordonné, regarda autour d'elle. La boulangerie Montmartre était bondée ce matin d'hiver à Paris. Personne ne faisait attention à elle, juste une ombre de plus parmi les clients pressés. L'estomac vide n'était pas le sien. C'était celui de Théo, 5 ans, qui attendait dehors avec des yeux qui avaient perdu leur éclat d'enfant. Ses doigts fins enveloppèrent la baguette encore chaude. D'un mouvement rapide, elle cacha le pain sous son manteau élimé. Elle se tourna pour partir. C'est alors qu'elle sentit le regard. Un homme en costume impeccable, cheveux grisonnants parfaitement coiffés, l'observait depuis le coin de la boulangerie. Ses yeux bleus pénétrants ne montraient pas de colère. Ils montraient quelque chose de pire, de la reconnaissance. Marina se figea, le pain caché sous son manteau brûlant contre sa peau comme une braise de honte. L'homme ne bougea pas. Il se tenait là, près de l'étagère des viennoiseries, une main gantée de cuir noir tenant un journal plié, l'autre dans la poche de son long manteau de cachemire gris. Tout en lui respirait la richesse discrète, le pouvoir silencieux. Le genre d'homme qui possédait des immeubles entiers dans le 16e arrondissement, qui n'avait jamais connu la faim, qui ne comprendrait jamais. Elle connaissait ce genre. Des cadres supérieurs, des entrepreneurs, des gens qui appelleraient la police sans une seconde d'hésitation. Des gens pour qui 1,50 € n'était même pas un pourboire. Pour elle, c'était la différence entre voir son fils sourire ou pleurer de faim ce soir. Son cœur s'emballa dans sa poitrine, tambourinant si fort qu'elle était certaine que tout le monde dans la boulangerie pouvait l'entendre. Théo était dehors, adossé au mur glacé de la ruelle adjacente, attendant, toujours à attendre, attendant que maman trouve un moyen, attendant que maman fasse un miracle, attendant avec cette patience résignée qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait posséder. « Excusez-moi » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, essayant de contourner un couple de touristes américains qui débattaient entre un croissant aux amandes et un pain au chocolat. L'homme resta silencieux, mais ses yeux la suivirent. Pas avec mépris, pas avec dégoût, avec quelque chose de plus troublant, de plus dérangeant, de la curiosité, de l'intérêt, comme s'il lisait une histoire écrite sur son visage, sur ses vêtements usés, sur ses mains gercées par le froid et le travail précaire. Marina accéléra le pas vers la sortie, se faufilant entre les clients. Le pain encore chaud pressé contre ses côtes lui rappelait chaque seconde son crime. Car c'était un crime, elle le savait. Elle qui n'avait jamais rien volé de sa vie. Elle qui avait travaillé honnêtement comme serveuse, comme femme de ménage, comme n'importe quoi pour garder la tête hors de l'eau. Mais les factures s'étaient accumulées. L'expulsion était imminente. Et ce matin, en fouillant dans toutes leurs poches, elle avait trouvé exactement 37 centimes. 10 pas. La boulangère arrangeait des tartes aux pommes dans la vitrine. 8 pas. Une vieille dame commandait 6 croissants pour ses petits-enfants. 6 pas. L'odeur du pain frais était presque cruelle maintenant. Un rappel de tout ce qu'elle ne pouvait pas offrir à son fils. 4 pas. La porte vitrée avec son inscription dorée, Boulangerie Montmartre, depuis 1952, se rapprochait. Monsieur Laurent. La voix aiguë de la caissière coupa soudain l'air comme un couteau. Votre commande spéciale est prête. 2 baguettes tradition et votre tarte au citron préférée. Laurent. Même son nom sonnait comme de l'argent. Marina poussa la porte avec son épaule, presque violemment. La clochette tinta joyeusement, un son innocent qui contrastait avec le tumulte dans son cœur. L'air froid de décembre la frappa de plein fouet, cinglant ses joues déjà rougies par l'humiliation. Le ciel parisien était d'un gris métallique menaçant de neige. Les passants marchaient vite, emmitouflés dans leurs écharpes, pressés de rentrer dans la chaleur de leur maison. Théo était exactement là où elle l'avait laissé, recroquevillé contre le mur de pierre humide de la ruelle, trop petit pour son manteau de seconde main qu'elle avait trouvé à la Croix-Rouge. Le tissu bleu marine était élimé au coude et la fermeture éclair était cassée. Son petit visage pâle était encadré par des boucles brunes ébouriffées qui avaient besoin d'être coupées depuis des semaines. Ses lèvres avaient une teinte légèrement bleutée à cause du froid. Quand il la vit, ses yeux marrons s'illuminèrent d'un espoir si pur, si innocent, que Marina sentit quelque chose se briser en elle. « Maman a réussi ?» demanda-t-il de cette petite voix qui brisait son cœur chaque jour, chaque heure, chaque minute. « J'ai réussi mon trésor. » Elle s'agenouilla devant lui sur le trottoir sale, ignorant l'humidité froide du béton qui pénétrait son jean déchiré aux genoux, ignorant les regards de pitié ou de mépris des passants. Rien de tout cela n'avait d'importance. Seul Théo comptait. Elle sortit la baguette de sous son manteau et la cassa en deux avec ses mains tremblantes. La croûte craqua avec un son satisfaisant. La mie était encore tiède,
douce, parfaite. Elle tendit la moitié la plus grosse à son fils. Théo saisit le pain avec ses petites mains et mordit dedans avec une faim animale, dévorante, une faim qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Des miettes tombèrent sur son manteau, mais il ne ralentit pas, mâchant rapidement, ses joues se gonflant comme celles d'un petit hamster. Marina sentit les larmes brûler ses yeux, menaçant de déborder, mais elle cligna fort pour les chasser. Il n'y avait pas de temps pour la faiblesse, pas de temps pour s'apitoyer sur son sort. Elle devait être forte, pour lui, toujours pour lui. Elle prit une petite bouchée de sa propre moitié, mais le pain avait un goût amer dans sa bouche. Le goût de la honte, du désespoir, de l'échec maternel. C'est alors qu'elle remarqua, du coin de l'œil, une silhouette familière. L'homme en costume se tenait à la porte de la boulangerie, immobile comme une statue. Il ne sortit pas, ne cria pas, n'appela personne. Ses yeux bleus étaient fixés sur eux avec une intensité qui la fit frissonner. Il observait simplement, comme un juge silencieux. Marina attrapa Théo par la main, peut-être un peu trop brusquement car il laissa échapper un petit « Aïe maman, viens, on doit y aller, maintenant. Mais je n'ai pas fini, tu finiras en marchant. Allez, vite !» Ils disparurent dans la foule de la rue de Rivoli, Marina tenant fermement la petite main de son fils, jetant des regards inquiets par-dessus son épaule. Mais l'homme ne les suivait pas, pas encore. Il restait là, planté devant la boulangerie, les regardant s'éloigner. Pourtant Marina pouvait sentir ses yeux bleus dans son dos, comme un poids invisible, comme un jugement silencieux qui la suivrait pour toujours. À l'intérieur de la boulangerie Montmartre, Édouard Laurent resta immobile un long moment, après que la femme et l'enfant eurent disparu dans le flot des passants. Autour de lui, la vie continuait comme si de rien n'était. Les clients commandaient leur pain au chocolat, leurs croissants, leurs tartes. La machine à café sifflait. La caissière tapotait sur sa caisse enregistreuse. Le monde tournait, mais quelque chose en lui s'était arrêté. Il avait 53 ans. 53 ans de réussite implacable. 53 ans de construire un empire à partir de rien. Laurent Industries était devenue l'une des plus grandes sociétés d'investissement d'Europe. Il possédait des appartements à Paris, Londres, New York. Il dînait avec des ministres, négociait avec des PDG, signait des contrats à 9 chiffres avant son café du matin. Et pourtant, en cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qu'il venait de voir, cette femme, cet enfant, ce regard de désespoir mêlé de détermination, l'avait ramené 15 ans en arrière. Non, 35 ans en arrière, à une époque qu'il avait enterrée sous des costumes sur mesure et des montres suisses, à une époque où lui aussi avait eu faim. « Monsieur Laurent ?» La voix de Céline le tira de ses pensées. « Votre commande ?» Il cligna des yeux et se tourna vers elle. Céline travaillait ici depuis qu'il avait commencé à fréquenter cette boulangerie il y a 10 ans. Une femme simple, honnête, avec des mains abîmées par la farine et un sourire toujours sincère. « Céline », dit-il en s'approchant du comptoir, sa voix calme mais teintée d'une urgence qu'il ne prenait pas la peine de cacher. « La femme qui vient de sortir. Vous la connaissez ?» Céline hésita, fronçant les sourcils. « Je l'ai vue quelquefois. Elle vient parfois, reste devant la vitrine, regarde les pains, mais elle n'achète jamais rien. » Elle baissa la voix. « Aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle prend quelque chose sans payer. Combien coûtait le pain ? Monsieur, je devrais vraiment appeler. Combien ? Répéta Édouard, plus fermement cette fois. 1,50 €, murmura Céline, mal à l'aise. Édouard sortit son portefeuille en cuir italien. Ses doigts glissèrent sur les cartes de crédit platine, les cartes de membres de clubs privés, jusqu'à atteindre les billets. Il en sortit un de 50 € et le posa délicatement sur le comptoir. « Ceci couvre le pain d'aujourd'hui, » dit-il. Puis il sortit 5 billets de 100 € et les ajouta à la pile. « Et ceci couvre tout ce dont elle pourrait avoir besoin dans les semaines à venir. Si elle revient, quand elle reviendra, laissez-la prendre ce qu'elle veut. Pain, viennoiserie, sandwich, tout. » Céline le fixa, bouche bée, ses yeux passant des billets au visage d'Édouard. « Monsieur Laurent, c'est très généreux, mais ce n'est pas de la générosité, » coupa-t-il doucement. « C'est de la justice. » Il marqua une pause. « Écoutez-moi bien, Céline. Si elle revient, ne lui dites pas que j'ai payé. Ne lui dites rien. Faites comme si c'était normal. Comme si elle avait le droit d'être ici, de prendre ce dont elle a besoin. Compris ? Oui, monsieur. Mais pourquoi ? Pas de question. » Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre embuée, vers la rue où la femme et l'enfant avaient disparu. « Et Céline ? Si vous la voyez, si vous apprenez quoi que ce soit sur elle,
Son nom, où elle habite, vous m'appelez. Immédiatement. Il glissa une carte de visite sur le comptoir. Pas sa carte professionnelle habituelle avec le logo de Laurent Industries. Non, celle-ci portait simplement son nom et son numéro de portable privé, celui que seule une douzaine de personnes au monde possédaient. Céline prit la carte avec des doigts tremblants. Oui, monsieur. Édouard récupéra sa propre commande, les 2 baguettes et la tarte au citron qu'il n'avait soudain plus envie de manger, et sortit de la boulangerie. Le froid de décembre le saisit immédiatement, mais il l'ignora. Ses yeux scrutaient la rue de Rivoli, cherchant une silhouette familière dans la foule. Là, à 200 mètres, près de l'arrêt de bus, un manteau brun élimé, une petite main tenant celle d'un enfant. Sans réfléchir, Édouard commença à marcher. Son chauffeur, Michel, qui l'attendait dans la Mercedes noire garée à 50 mètres, sortit précipitamment de la voiture. « Monsieur Laurent, la réunion avec les investisseurs japonais commence dans 40 minutes. Annulé, dit Édouard sans même se retourner. Mais monsieur, c'est un contrat de 200 millions. J'ai dit annulé. » Michel resta figé sur le trottoir, regardant son patron, l'homme le plus ponctuel, le plus professionnel qu'il ait jamais connu, s'éloigner dans la foule, comme s'il poursuivait un fantôme. Édouard garda ses distances, restant à environ 50 mètres derrière Marina et Théo. Il n'était pas idiot. Il savait que ce qu'il faisait pouvait sembler inquiétant, suivre une femme et un enfant dans les rues de Paris, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Quelque chose le poussait en avant, un instinct qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. Marina marchait vite, trop vite, pour les petites jambes de Théo, qui devait presque courir pour suivre. Ils traversèrent la rue de Rivoli, s'enfonçant dans le dédale du Marais. Les rues devenaient plus étroites, plus sombres. Les immeubles haussmanniens impeccables cédèrent la place à des bâtiments plus vieux, plus délabrés. Édouard les suivit à travers la rue des Francs-Bourgeois, puis la rue Vieille du Temple. Marina s'arrêtait parfois, jetant des regards inquiets autour d'elle, comme si elle sentait qu'on la suivait. Chaque fois, Édouard se cachait derrière un kiosque à journaux, une voiture garée, un groupe de touristes. Il se sentait ridicule. Lui, Édouard Laurent, qui négociait dans les salles de conseil d'administration, qui dînait à l'Élysée, qui apparaissait dans Forbes, se cachait derrière des poubelles comme un vulgaire détective privé. Mais il continuait. Après 20 minutes de marche, Marina et Théo s'arrêtèrent devant un immeuble décrépit de la rue de la Roquette. La façade était grise, le crépi s'écaillait par endroits. Plusieurs fenêtres étaient barricadées avec du contreplaqué. Un panneau « À vendre, immeuble à rénover » pendait de travers sur la porte d'entrée. Marina sortit une clé rouillée de sa poche et ouvrit la porte. Théo et elle disparurent à l'intérieur. Édouard s'approcha lentement. Il nota l'adresse. 47 rue de la Roquette. Il photographia la façade avec son téléphone. Puis, il attendit. 5 minutes passèrent. 10 minutes. 15. Une lumière faible s'alluma à une fenêtre du 3e étage. Pas d'électricité normale. Une bougie peut-être, ou une lampe de poche. Édouard resta là, dans le froid, regardant cette fenêtre comme si elle contenait toutes les réponses aux questions qu'il n'avait pas encore formulées. Son téléphone vibra, un message de sa secrétaire. Les Japonais sont furieux. Que dois-je leur dire? Il éteignit son téléphone. Pour la première fois en 30 ans, Édouard Laurent avait trouvé quelque chose de plus important que les affaires. Chapitre 3. Les murs qui parlent. Le 3e étage du 47 rue de la Roquette sentait le moisi et l'abandon. Marina poussa la porte de leur chambre. Elle ne pouvait même pas l'appeler appartement, et la referma doucement derrière elle. Le verrou était cassé depuis 3 mois. Elle avait coincé une chaise sous la poignée pour la nuit. « Maman, il fait froid », murmura Théo, ses dents claquant légèrement. « Je sais, mon cœur, viens. » Leur appartement était en réalité une seule pièce de peut-être 15 mètres carrés. Un matelas fin posé directement sur le sol dans un coin. Un réchaud à gaz portable sur une caisse en bois qui servait de cuisine. Quelques vêtements pliés dans 2 sacs de voyage usés. Une couverture mince que Marina avait trouvée dans une benne à ordures et lavée 3 fois avant de l'utiliser. Et des livres. Une douzaine de livres pour enfants que Marina avait récupérés à la bibliothèque municipale lors de leur brocante annuelle. C'était tout ce qu'ils possédaient au monde. Les murs étaient couverts de papier peint jauni qui se décollait par endroits, révélant le plâtre fissuré en dessous. Une fenêtre donnait sur la rue, mais la vitre était fêlée et laissait passer le vent glacial de décembre. Marina avait colmaté les fissures avec du ruban adhésif, mais ça n'aidait pas beaucoup. Il n'y avait pas de chauffage. Le propriétaire, un homme qu'elle n'avait vu qu'une fois, qui avait pris ses 3 mois de caution et disparu,
avait dit que l'électricité serait rétablie, bientôt. C'était il y a 4 mois. Marina alluma la lampe à batterie qu'elle gardait précieusement chargée à la bibliothèque publique quand elle y emmenait Théo. La lumière blanche et crue révéla l'étendue de leur misère, les murs humides, les taches sombres au plafond qui annoncèrent des fuites. Le seau dans le coin qu'ils utilisaient quand les toilettes communes de l'étage ne fonctionnaient pas. Comment en était-elle arrivée là? 2 ans plus tôt, elle avait un emploi stable comme assistante administrative dans une petite entreprise de comptabilité. Un appartement décent dans le 19e arrondissement. Une vie simple mais honnête. Puis l'entreprise avait fait faillite. 6 mois de recherche d'emploi infructueuse. Les économies qui fondaient, le loyer impayé, l'expulsion, la descente progressive, inexorable vers le fond. Et Théo, son petit garçon qui méritait tellement mieux, qui méritait des Noëls avec des cadeaux sous le sapin, des anniversaires avec des gâteaux et des bougies, une chambre chaude et propre, une enfance normale. Au lieu de ça, il avait une mère qui volait du pain. Maman pleure? La petite voix de Théo la ramena au présent. Elle essuya rapidement ses joues. Non, mon trésor, c'est juste le froid qui fait couler mes yeux. Elle s'assit sur le matelas et tapota l'espace à côté d'elle. Viens, on va se réchauffer ensemble. Théo se blottit contre elle, son petit corps tremblant. Marina l'enveloppa dans ses bras et tira la couverture sur eux deux. Elle commença à le bercer doucement, comme elle le faisait chaque soir, fredonnant une berceuse que sa propre mère lui chantait autrefois, dans une vie qui semblait maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. « Maman » murmura Théo après quelques minutes. « Oui, mon cœur, le monsieur dans la boulangerie. Il était gentil ?» Marina se raidit. « Quel monsieur ? Celui avec les yeux bleus. Il te regardait. » Alors Théo l'avait vu aussi. Évidemment, son fils ne manquait rien, même si elle aurait préféré qu'il soit encore assez innocent pour ne pas remarquer ces choses. « Je ne sais pas s'il était gentil, » dit-elle honnêtement, « mais il ne nous a pas fait de mal. C'est tout ce qui compte. Peut-être qu'il comprend. »« Comprend quoi, mon ange ? Qu'on avait faim. » Marina sentit sa gorge se serrer. Peut-être, elle embrassa le sommet de sa tête. Mais on ne peut pas compter sur la gentillesse des étrangers, d'accord? On ne peut compter que sur nous-mêmes. Toi et moi. Toujours, toujours, répéta Théo d'une voix endormie. Quelques minutes plus tard, il dormait, son souffle devenant lent et régulier. Marina resta éveillée, fixant le plafond fissuré, son esprit tournant en boucles anxieuses. Demain. Elle devait trouver du travail demain. N'importe quoi. Distribuer des flyers dans la rue, nettoyer des bureaux la nuit. Elle avait déjà déposé des CV dans 50 entreprises. 100, 200. Personne ne rappelait jamais. Pas d'adresse fixe, était comme une malédiction sur son dossier. Son téléphone portable, un vieux modèle qu'elle gardait pour les urgences, avec une carte prépayée presque vide, vibra dans sa poche. Elle le sortit doucement pour ne pas réveiller Théo. Un message du propriétaire. Enfin son représentant. Un homme qu'elle n'avait jamais rencontré en personne. Loyer en retard depuis 3 mois. Expulsion effective dans 7 jours. Évacuation forcée si nécessaire. 7 jours. Marina ferma les yeux, sentant les larmes couler silencieusement sur ses joues. Où irait-il? Les refuges étaient pleins. Les centres d'hébergement d'urgence avaient des listes d'attente de plusieurs mois. La rue? En plein hiver? Avec Théo? Non. Elle ne laisserait pas ça arriver. Elle trouverait une solution. Elle devait en trouver une. Dehors, dans la rue sombre, Édouard Laurent était toujours là, appuyé contre le mur d'en face, le col de son manteau relevé contre le froid. Il fixait la fenêtre du 3e étage où la faible lumière brillait toujours. Il ne savait pas pourquoi il restait. Ce n'était pas rationnel. Ce n'était pas productif. Il avait manqué une réunion à plusieurs millions d'euros. Son téléphone ne cessait de vibrer avec des messages de plus en plus urgents de son équipe. Le conseil d'administration allait le crucifier demain matin. Et pourtant, il ne pouvait pas partir. Il avait connu cette vie. Pas exactement la même. Les détails étaient différents, mais l'essence était identique. La faim, le froid, le désespoir, la honte de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ceux qu'on aime. Il avait 7 ans quand son père était mort dans un accident de chantier. Sa mère avait travaillé 3 emplois pour nourrir Édouard et ses 2 sœurs. Il se souvenait des nuits où elle prétendait ne pas avoir faim pour qu'ils puissent manger. Il se souvenait des hivers où ils dormaient tous dans la même pièce, serrés les uns contre les autres pour se réchauffer parce qu'ils ne pouvaient pas payer le chauffage. Il se souvenait de la honte, cette honte corrosive qui ronge l'âme. Mais sa mère s'était battue. Elle les avait sortis de là. Elle avait économisé centime par centime pour qu'il puisse aller à l'université, et il avait juré sur sa tombe qu'il ne serait plus jamais pauvre.
qu'il ne serait plus jamais impuissant, et il avait tenu sa promesse. Il était devenu riche au-delà de ses rêves les plus fous. Mais à quel prix? Quand avait-il arrêté de voir les gens comme cette femme et son fils? Quand était-il devenu l'homme en costume qui passe devant les sans-abri sans un regard? Quand avait-il oublié d'où il venait? La lumière dans la fenêtre s'éteignit. Édouard sortit son téléphone et composa un numéro. « Bertrand ?» C'est Édouard. « Oui, je sais quelle heure il est. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Discrètement, il donna l'adresse, les instructions précises. Puis il rentra chez lui, dans son penthouse du 16e arrondissement, sachant qu'il ne dormirait pas cette nuit. Le lendemain matin, Marina se réveilla avec le corps ankylosé par le froid. La lumière grise de l'aube filtrait à travers la fenêtre fissurée, projetant des ombres étranges sur les murs humides. Théo dormait encore, recroquevillé contre elle comme un petit animal cherchant la chaleur. Son souffle formait de petits nuages blancs dans l'air glacial. 6h30. Elle avait rendez-vous à 8h avec une agence d'intérim dans le 11e arrondissement. Une chance. Peut-être sa dernière chance. Elle se glissa hors du matelas aussi doucement que possible, bordant Théo avec la couverture. Il remua légèrement mais ne se réveilla pas. Tant mieux. Qu'il dorme encore un peu. Qu'il rêve d'endroits chauds et de ventre plein. Marina se lava le visage avec l'eau froide d'une bouteille en plastique. Pas d'eau courante ce matin non plus. Les canalisations de l'immeuble étaient un cauchemar. Elle enfila son seul chemisier présentable, blanc, légèrement jauni au col malgré ses efforts acharnés pour le garder propre. Son jean le moins troué, ses chaussures plates dont la semelle droite se décollait légèrement. Elle se regarda dans le petit miroir fissuré posé sur la caisse en bois. Une étrangère lui renvoya son regard. 38 ans? Non, 28. Mais elle en paraissait 40. Les cernes sous ses yeux, les joues creuses, les cheveux ternes qu'elle n'avait pas pu faire couper depuis des mois. « Tu peux y arriver », se murmura-t-elle à elle-même. « Pour Théo, tu peux y arriver. » Elle griffonna un mot sur un bout de papier. « Parti pour travail. De retour bientôt. Je t'aime. Maman. » Elle le posa sur l'oreiller à côté de Théo, avec la moitié de baguette restante d'hier. Son propre estomac criait famine, mais Théo avait besoin de manger. Elle tiendrait. Marina descendit les escaliers sur la pointe des pieds, évitant la 4e marche qui grinçait. Le hall d'entrée empestait l'urine, et quelque chose de plus sucré, de plus dangereux. Elle accéléra le pas et sortit dans la rue. Le matin était mordant, le ciel toujours gris acier. Les commerçants ouvraient leurs boutiques. Les Parisiens se pressaient vers le métro, le visage fermé, perdus dans leurs pensées. Personne ne la regardait. Elle était invisible, encore une ombre parmi tant d'autres. Elle marcha jusqu'au métro Bastille, calculant mentalement. Elle avait exactement 3,20 € en poche. Un ticket de métro coûtait 2,15 €. Cela lui laisserait 1,05 €. Pas assez pour manger, mais assez pour... Quoi? Un café à la gare? Non, même pas. Le métro était bondé, étouffant malgré le froid extérieur. Marina se tint debout, agrippée à la barre serrée entre un homme en costume qui sentait l'aftershave coûteux et une femme qui écoutait de la musique avec des écouteurs sans fil qui coûtaient probablement plus que tout ce que Marina possédait. 2 mondes, séparés par quelques centimètres dans un wagon de métro, séparés par un gouffre infranchissable dans la réalité. Au même moment, dans un bureau vitré du 8e étage d'un immeuble du 16e arrondissement, Édouard Laurent était assis derrière son bureau en acajou massif, une tasse de café fumant à la main. Il n'avait pas dormi. Les cernes sous ses yeux en témoignaient. Son avocat personnel, Bertrand Mercier, était assis en face de lui, une épaisse chemise cartonnée posée sur les genoux. « J'ai fait ce que vous m'avez demandé », dit Bertrand, son ton prudemment neutre. « Mais Édouard, je dois vous dire que c'est inhabituel. » « Inhabituel comment? Vous me demandez d'acheter un immeuble délabré de la rue de la Roquette, de payer tous les arriérés de loyer des occupants actuels, de rénover entièrement le bâtiment et de permettre aux résidents de rester gratuitement pendant les travaux. » Bertrand marqua une pause. « C'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Pourquoi? De la charité? Pas de la charité, » répondit Édouard calmement. « De l'investissement. Un investissement qui ne rapportera rien pendant au moins 2 ans. Pas tout n'est question de profit immédiat, Bertrand. » L'avocat le regarda comme s'il avait poussé une deuxième tête. En 30 ans de collaboration, il n'avait jamais entendu Édouard Laurent prononcer ces mots. « Très bien, » soupira Bertrand. « Le propriétaire actuel est un certain Youssef Karam, un marchand de sommeil, franchement. L'immeuble est en violation de 6 codes de sécurité différents. J'ai fait une offre généreuse, trop généreuse, si vous voulez mon avis. Il a accepté en moins d'1 heure.
L'acte de vente peut être signé cette semaine. Parfait. Mais Édouard, Bertrand hésita. Puis-je vous demander pourquoi? Pourquoi cet immeuble spécifique? Pourquoi maintenant? Édouard regarda par la fenêtre, vers la tour Eiffel qui se dressait au loin. Parce que c'est la bonne chose à faire. Depuis quand faites-vous les choses simplement parce qu'elles sont bonnes? C'était une question juste. Édouard avait bâti son empire sur la logique froide, sur les calculs implacables, sur la maximisation du profit. Les émotions n'avaient pas leur place dans les affaires. Du moins, c'est ce qu'il s'était toujours dit. Peut-être qu'il est temps de changer, dit-il simplement. Bertrand secoua la tête, mais ne dit rien de plus. Il ouvrit la chemise et en sortit plusieurs documents. Il y a actuellement 12 occupants dans l'immeuble. La plupart paient un loyer dérisoire quand ils paient. 3 n'ont pas payé depuis plus de 6 mois. Il y a une procédure d'expulsion en cours contre l'une d'entre eux. Le cœur d'Édouard se serra. Laquelle? Une certaine Marina Dubois. Chambre 7, 3e étage. Elle a un enfant. 5 ans d'après les dossiers. Marina. Enfin, un nom. Un nom à mettre sur ce visage hanté. Ses yeux désespérés. Annulez l'expulsion, dit Édouard fermement. Immédiatement. C'est déjà en cours. Mais Édouard, je dois vous demander, connaissez-vous cette femme? Non. Alors pourquoi? Contentez-vous de faire ce que je demande, Bertrand. S'il vous plaît. L'avocat soupira de nouveau mais acquiesça. Très bien. L'expulsion sera annulée. Les travaux de rénovation commenceront dans 3 semaines. J'ai déjà contacté les meilleurs entrepreneurs. L'immeuble sera aux normes, avec chauffage, eau courante, électricité. Et la confidentialité? Totale. Les occupants ne sauront jamais que vous êtes derrière tout ça. Les documents sont au nom d'une société écran, comme vous l'avez demandé. Pour eux, ce sera juste un nouveau propriétaire généreux. Bien. Édouard se leva et marcha vers la fenêtre. Autre chose. Cette femme, Marina Dubois. Je veux savoir tout sur elle. Son histoire. Comment elle en est arrivée là. Discrètement. Édouard, cela ressemble dangereusement à... À quoi? Je ne sais pas. À quelque chose de personnel. C'était personnel. Terriblement personnel. Mais Édouard ne pouvait pas l'expliquer, même à lui-même. Comment expliquer qu'en une femme volant du pain pour son fils, il avait vu sa propre mère, morte depuis 20 ans? Comment expliquer qu'en un instant, toute sa réussite lui avait semblé vide et creuse? Faites-le, dit-il simplement. Bertrand rassembla ses documents. Comme vous voulez. Mais Édouard, faites attention. Les bonnes actions peuvent parfois se retourner contre nous. Après le départ de l'avocat, Édouard resta seul dans son bureau, fixant la ville en contrebas. Quelque part là-bas, Marina Dubois cherchait du travail, luttant pour survivre un jour de plus. Elle ne savait pas encore que sa vie était sur le point de changer. Mais lui, il le savait. Et cette certitude le terrifiait autant qu'elle l'exaltait. L'agence d'intérim sentait le café refroidi et le désespoir. Marina était assise sur une chaise en plastique inconfortable, le dossier avec son CV maigre serré contre sa poitrine comme un bouclier. Autour d'elle, d'autres candidats attendaient, chacun portant le même regard fatigué, la même détermination fragile. Madame Dubois, une femme d'une 40aine d'années, cheveux courts et lunettes carrées, l'appela depuis le seuil d'un petit bureau vitré. Marina se leva, lissant son chemisier d'une main tremblante. « C'est moi. » Le bureau était minuscule, encombré de dossiers empilés et d'un ordinateur dont l'écran clignotait faiblement. La femme, son badge indiquait « Sylvie Moreau, conseillère », s'assit et fit signe à Marina de prendre place. « Alors, Madame Dubois », Sylvie parcourut rapidement le CV. « Vous avez travaillé comme assistante administrative jusqu'en 2023, puis plus rien depuis 2 ans? J'ai eu des difficultés personnelles, » répondit Marina la gorge serrée. « Mais je suis prête à tout, n'importe quel travail. Nettoyage, distribution, manutention, tout. » Sylvie la regarda par-dessus ses lunettes. Ce regard, Marina le connaissait. Le regard qui jaugeait, qui évaluait, qui décidait si vous valiez la peine qu'on prenne un risque sur vous. « Vous avez une adresse ?» Marina hésita. « Temporaire, mais stable. »« Un téléphone ?» ?»« Oui. » Elle donna son numéro de portable. « Des références ? Mon ancien employeur a fait faillite, mais je peux... » « Des problèmes de justice? Dettes? Non, rien. Je suis honnête, Madame Moreau. Je travaille dur. J'ai juste besoin d'une chance. » Sylvie tapa quelques notes sur son clavier, son visage restant neutre. « Écoutez, je vais être franche avec vous. Le marché est difficile en ce moment. Pour quelqu'un sans emploi depuis 2 ans, sans adresse fixe claire, sans référence récente, c'est compliqué. » Marina sentit son cœur sombrer. « S'il vous plaît, j'ai un fils de 5 ans, Cependant,
continua Sylvie levant une main. J'ai justement reçu une demande ce matin. Un poste d'agent d'entretien dans un immeuble de bureau du 16e. Nuit, 20 heures par semaine pour commencer. Salaire minimum, mais c'est un début. Ça vous intéresse? Marina faillit pleurer. Oui, oui, absolument. Bien, je vais vous envoyer pour un entretien cet après-midi. 15 heures. Elle nota une adresse sur un papier. Ne soyez pas en retard. Et Madame Dubois? Oui? Tout le monde mérite une deuxième chance. Ne gâchez pas celle-ci. Marina sortit de l'agence avec le papier serré dans son poing, les larmes de soulagement coulant librement sur ses joues. Un travail. Pas grand-chose, mais un début. De quoi payer le loyer. De quoi nourrir Théo correctement. Elle marchait dans la rue, perdue dans ses pensées, quand son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Allô? Madame Dubois? Ici Maître Bertrand Mercier, avocat représentant le nouveau propriétaire du 47 rue de la Roquette. Le sang de Marina se glaça. Un avocat. C'était fini. Ils allaient l'expulser aujourd'hui même. Je comprends, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Combien de temps ai-je? Pardon? La voix de l'avocat sembla confuse. Je crains qu'il y ait un malentendu, madame. Je vous appelle pour vous informer que l'immeuble a été racheté. L'ancienne procédure d'expulsion a été annulée. Marina s'arrêta net au milieu du trottoir, obligeant les passants à la contourner. Annulée? Oui. Le nouveau propriétaire entame des travaux de rénovation complète. Durant cette période, tous les résidents actuels peuvent rester sans payer de loyer. Une fois les travaux terminés, les loyers seront établis à des tarifs sociaux, bien en dessous du marché. Je ne comprends pas. Pourquoi? Le nouveau propriétaire souhaite investir dans la communauté. La voix de l'avocat était professionnelle, neutre. Vous recevrez un courrier officiel dans les prochains jours avec tous les détails. Avez-vous des questions? Marina avait 1000 questions. Qui était ce propriétaire miraculeux? Pourquoi faisait-il ça? C'était trop beau pour être vrai. Les gens ne faisaient pas ces choses sans raison. Non, dit-elle finalement, sa voix à peine audible. Merci. Merci infiniment. Après avoir raccroché, Marina resta immobile pendant plusieurs minutes, le téléphone toujours pressé contre son oreille. Autour d'elle, Paris continuait de vivre, indifférent à son miracle personnel. Ce n'était pas possible. Ces choses n'arrivaient pas aux gens comme elle. Les gens comme elle coulaient. Ils ne remontaient pas à la surface. Ils ne recevaient pas de coups de téléphone qui changeaient tout. Et pourtant, elle pensa à l'homme dans la boulangerie, ses yeux bleus pénétrants, son regard qui semblait voir à travers elle, la façon dont il n'avait pas appelé la police, dont il avait simplement observé. Non, c'était impossible. Un homme riche en costume n'achète pas un immeuble entier pour aider une voleuse de pain. C'était ridicule. Une coïncidence. Rien de plus. Dans son bureau du 16e arrondissement, Édouard raccrocha son téléphone après avoir écouté le compte-rendu de Bertrand. La conversation s'était bien passée. Marina Dubois ne se doutait de rien. Il ouvrit le dossier que son avocat avait compilé sur elle. Marina Dubois, 28 ans, orpheline à 15 ans, élevée par sa grand-mère jusqu'à sa majorité, études de secrétariat, premier emploi à 19 ans, naissance de Théo à 23 ans, père inconnu sur l'acte de naissance, emploi stable jusqu'à la faillite de son employeur, puis la chute. Pas de drogue, pas d'alcool, pas de criminalité, juste la malchance. La vie qui s'acharne sur quelqu'un qui ne mérite pas ce qui lui arrive. Édouard referma le dossier et se massa les tempes. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Il avait acheté un immeuble, annulé une expulsion. Mais après, il ne pouvait pas résoudre tous les problèmes de Marina Dubois. Il ne pouvait pas jouer les sauveurs invisibles pour toujours. Mais il pouvait faire ça. Il pouvait lui donner une chance. Un nouveau départ. Son téléphone sonna. Bertrand, encore. Les travaux commencent la semaine prochaine, dit l'avocat. J'ai aussi pris la liberté de contacter quelques entreprises de nettoyage qui cherchent du personnel. J'ai mentionné une candidate fiable. Marina Dubois devrait recevoir des propositions d'emploi dans les prochains jours. Édouard sourit malgré lui. Bertrand comprenait sans qu'on lui dise tout. Merci mon ami. Édouard, vous allez la rencontrer? La question flottait dans l'air comme une accusation douce. Je ne sais pas, admit Édouard. Peut-être qu'il vaut mieux qu'elle ne sache jamais. Peut-être, ou peut-être que tout le monde mérite de remercier son bienfaiteur en face. Après avoir raccroché, Édouard retourna à la fenêtre. Le soleil perçait enfin les nuages, baignant Paris d'une lumière dorée hivernale. Quelque part dans cette ville, Marina Dubois apprenait que sa vie venait de changer. Et lui, Édouard Laurent qui avait tout, l'argent, le pouvoir, le succès, découvrait quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. Le simple bonheur de faire le bien.
Mais était-ce suffisant de le faire dans l'ombre, ou devait-il franchir le pas et se révéler? Cette question le hanterait jusqu'au moment où le destin déciderait pour lui. 3 semaines s'étaient écoulées, depuis le coup de téléphone qui avait changé la vie de Marina. 3 semaines de transformation. L'immeuble du 47 rue de la Roquette était méconnaissable. Des échafaudages couvraient la façade. Le bruit des perceuses et des marteaux résonnait du matin au soir. Les ouvriers avaient installé des radiateurs temporaires dans toutes les chambres. L'eau courante fonctionnait. L'électricité aussi. Pour la première fois depuis des mois, Marina et Théo avaient chaud la nuit. Et Marina avait un travail. Pas un, mais 2. L'agence d'intérim l'avait appelée 3 fois en 2 semaines avec des propositions. Elle avait accepté un poste de nettoyage de nuit dans un immeuble de bureaux et un autre de jour dans un hôtel du 9e arrondissement. C'était épuisant, mais l'argent rentrait enfin. Elle avait pu acheter des vêtements neufs pour Théo, de la nourriture fraîche, des jouets pour Noël qui approchaient. La vie remontait la pente, mais quelque chose la troublait. Toutes ces bonnes choses arrivant en même temps. La rénovation de l'immeuble, l'annulation de l'expulsion, les offres d'emploi soudaines. C'était trop de coïncidences. Et il y avait cet homme, l'homme aux yeux bleus de la boulangerie. Elle ne l'avait jamais oublié. Parfois, elle croyait le voir dans la foule. Une silhouette familière qui disparaissait avant qu'elle puisse en être sûre. Une impression d'être observée, mais pas menacée, protégée. Ce matin-là, un samedi froid de fin décembre, Marina emmena Théo à la boulangerie Montmartre. Elle pouvait se le permettre maintenant, acheter du pain, légalement, dignement. « Bonjour Madame Dubois ». Céline l'accueillit avec un grand sourire. Les croissants sortent du four. Théo en veut un. Marina sourit. Depuis 3 semaines, Céline la traitait comme une cliente régulière, avec chaleur et respect. « Oui, s'il vous plaît. » Et 2 baguettes. Pendant que Céline préparait sa commande, Marina regarda autour d'elle. La boulangerie était toujours aussi accueillante, toujours remplie de cette odeur divine de pain frais et de café. « Maman, regarde !» Théo tira sur sa manche, pointant vers la fenêtre. « C'est le monsieur. » Marina se retourna brusquement. Là, de l'autre côté de la vitre, se tenait l'homme, Édouard Laurent. Il ne se cachait pas cette fois. Il la regardait directement, une expression étrange sur le visage. Hésitation, espoir, quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité. Leurs yeux se croisèrent. Marina sentit son cœur s'emballer. Elle savait, d'une façon ou d'une autre, elle savait que cet homme était lié à tous les miracles récents de sa vie. La porte s'ouvrit. Édouard entra, la clochette tintant doucement. Le monde sembla ralentir. Les autres clients continuaient leur conversation. Céline emballait les croissants. Théo mâchonnait un bout de baguette. Mais pour Marina et Édouard, il n'y avait plus que cet instant suspendu. « Bonjour » dit-il simplement, sa voix grave et douce à la fois. « Bonjour » répondit Marina, sa voix tremblant légèrement. Un silence, long, chargé d'émotions non dites. « C'est vous, n'est-ce pas » demanda-t-elle finalement, les larmes commençant à brûler ses yeux. L'immeuble, les travaux, tout. Édouard ne mentit pas. Oui. Pourquoi? Le mot sortit comme un murmure brisé. Pourquoi un étranger ferait-il ça pour moi? Édouard regarda Théo, puis Marina. Parce que je vous ai vu, vraiment vu, et j'ai reconnu quelque chose que j'avais oublié. Il marqua une pause. J'ai grandi pauvre, Madame Dubois. Ma mère travaillait 3 emplois pour nous nourrir. Je me souviens de la faim, du froid, de la honte. Mais vous avez... Marina fit un geste vers son costume impeccable, ses chaussures italiennes. Réussi? Oui. J'ai construit un empire. J'ai gagné plus d'argent que je ne pourrais jamais dépenser. Il sourit tristement. Mais quelque part en cours de route, j'ai oublié d'où je venais. J'ai oublié ce que c'était de lutter pour survivre. Jusqu'à ce jour, où je vous ai vu voler du pain pour votre fils. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Marina. Je ne suis pas une voleuse. Je n'avais jamais... Je sais, dit Édouard doucement. Vous êtes une mère qui fait ce qu'elle doit pour son enfant. Il n'y a pas de plus grande noblesse. Théo tira sur le pantalon d'Édouard. Monsieur, vous avez sauvé maman? Édouard s'agenouilla pour être à la hauteur du petit garçon. Non, jeune homme. Ta maman s'est sauvée elle-même. Elle n'a jamais abandonné. Je l'ai juste aidée un peu. Merci, dit Théo avec le sérieux solennel des enfants. Vous êtes gentil. Édouard sentit sa gorge se serrer. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un l'avait remercié avec une telle sincérité pure? Je ne sais pas comment vous remercier, dit Marina, sa voix tremblante. Je ne pourrai jamais vous rembourser. Je ne veux pas être remboursé, coupa Édouard. Je veux juste... Il hésita. Qu'est-ce qu'il voulait exactement? Je veux que vous ayez une chance.
que Théo grandisse dans un endroit chaud et sûr, que vous ne deviez plus jamais choisir entre votre dignité et la survie de votre fils. Mais pourquoi? Répéta Marina. Vous ne me connaissez même pas. Peut-être que c'est justement pour ça, dit Édouard en se relevant. Peut-être qu'aider un étranger est la forme la plus pure de bonté, sans attendre de retour, sans chercher de reconnaissance. Il sourit. Ou peut-être que j'avais besoin de vous autant que vous aviez besoin d'aide. Besoin de moi, pour me rappeler qui je suis vraiment, pour me rappeler que l'argent et le pouvoir ne valent rien si on les garde pour soi. Il regarda par la fenêtre, vers la ville qui s'éveillait. Vous m'avez donné un cadeau sans le savoir, Madame Dubois. Vous m'avez rappelé mon humanité. Céline s'approcha discrètement, plaçant un sac avec les croissants et les baguettes dans les mains de Marina. C'est offert par la maison aujourd'hui, dit-elle avec un clin d'œil. Marina rit à travers ses larmes. Merci, Céline. Édouard sortit une carte de sa poche et la tendit à Marina. Ceci est mon numéro personnel. Si vous ou Théo avez besoin de quoi que ce soit, et je dis bien n'importe quoi, appelez-moi. D'accord? Marina prit la carte avec des mains tremblantes. Monsieur Laurent, Édouard. Appelez-moi Édouard. Édouard. Elle testa le prénom sur sa langue. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous ne perdrez plus jamais espoir. Dites que vous croirez que les miracles existent. Dites que vous enseignerez à Théo que la bonté existe encore dans ce monde. Je le promets, murmura Marina. Édouard sourit, un vrai sourire qui illumina son visage habituellement sérieux. Alors c'est suffisant. Il se tourna pour partir, mais Théo courut vers lui et l'enlaça les jambes. Au revoir, monsieur Miracle. Édouard rit, ébouriffant les cheveux du garçon. Au revoir, petit homme. Prends soin de ta maman. Il sortit dans le froid de décembre, mais quelque chose en lui était chaud, plus chaud qu'il ne l'avait été depuis des années. Et voilà, Marina a volé un pain, et ça a changé 2 vies pour toujours. Maintenant, je veux savoir, Marina avait-elle le droit de voler pour nourrir son fils? Oui ou non? Commentez votre réponse. Je lis tout. Deuxième question. Édouard est-il un héros, ou juste un riche qui se donne bonne conscience? Soyez honnête. Ça va créer du débat et j'adore ça. Et vous, avez-vous déjà volé par nécessité? Ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a fait? Racontez-nous. Anonymement si vous préférez. Votre histoire pourrait devenir notre prochaine vidéo. Si cette histoire vous a fait pleurer, partagez-la à une seule personne qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Une seule suffit. Faites-le maintenant. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Des histoires vraies, des histoires qui font mal, mais qui guérissent aussi. Likez si vous croyez encore que la bonté existe. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous si vous étiez Édouard? Aideriez-vous en silence ou vous révéleriez-vous? Répondez, débattez, partagez. Maintenant, parce que cette histoire n'est pas finie tant que vous n'avez pas décidé ce qu'elle signifie pour vous. À très vite. 6 mois plus tard, Marina travaillait comme assistante administrative dans une des entreprises de la Laurent Industries. Édouard l'avait aidé à reprendre des cours du soir. Théo allait à l'école, avait des amis, riait, et parfois, le samedi matin, ils se retrouvaient tous les 3 à la boulangerie Montmartre, juste pour un croissant, juste pour se rappeler d'où ils venaient, parce que les fins ne sont que de nouveaux commencements, et l'amour, sous toutes ses formes, change le monde, un acte de bonté à la fois.